Pour revenir au tout départ, moi j'étais donc dans mon job de rêve, dans un laboratoire de recherche à Cambridge en Angleterre, en faisant un exercice sur les valeurs. Ça a été le déclic et je me suis dit mais c'est pas possible. Les 3 valeurs que je veux mettre dans mon travail, elles sont défoncées par le monde de la recherche. Moi ce qui me drive, c'est que je recherche de l'impact. Je veux inspirer les leaders à agir pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui je suis à 5 000 € la conférence et j'essaye de faire rien à moins de 1300 € la journée. Et c'est le grand problème que les scientifiques ils ont aujourd'hui. Tu vois le rapport du GIEC, bon ils ont mis quelques images, ils ont fait faire les graphiques jolis, mais t'as envie de te tirer une balle en fait. Et je me suis posée avec moi-même, je me rappelle bien de ce moment, et je me suis dit, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de conserver ta vie vraiment privée et du coup d'être tranquille ou est-ce que tu décides de jouer all-in? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente du thème qu'on va aborder puisqu'on va parler d'un persona particulier de solopreneur. J'ai nommé le scientifique solopreneur. Et oui, figurez-vous que cette espèce rare existe. Et pour vous montrer qu'elle existe et qu'elle a beaucoup d'opportunités aussi, et ça va intéresser tous les scientifiques, les ingénieurs, toutes les personnes un peu techniques qui nous écoutent et qui se demandent comment transformer leurs compétences techniques en solo business, eh bien, j'accueille à mon micro une superbe, j'allais dire un super spécimen parce que j'essaye de reprendre ton vocabulaire scientifique, Déborah Pardo, scientifique solopreneur, conférencière, impact, enfin, tu vas nous raconter tout ce que tu fais, c'est génial. Bienvenue au board, Déborah. Merci beaucoup, je suis trop contente d'être avec vous. Hyper contente. Alors, on s'est rencontrés sur LinkedIn car je suivais tes photos d'expédition en Arctique ou en Antarctique, je sais plus trop. Enfin, tu avais une grosse doudoune et puis tu racontais un peu ta vie d'entrepreneur, de maman, etc., tout en étudiant la faune. Et donc, je me suis dit, mais waouh, incroyable. Donc, en plus, une vie faite d'aventures. Et ça, je pense que ça parlera aussi à beaucoup de personnes qui, peut-être, si vous nous écoutez, vous êtes en train de préparer votre futur tour du monde, votre future aventure. Et voilà, le business model aussi du solopreneur aventurier, c'est quelque chose que j'ai déjà documenté dans le board. Alors, Déborah, peut-être pour commencer, j'ai envie de te lancer un petit peu sur le sujet de qu'est-ce qui t'a amené de scientifique à solopreneur? Parce que c'est quand même pas très habituel. Je crois que tu faisais de la recherche et maintenant tu te retrouves entrepreneur. Raconte-moi un peu ce qui a motivé cette mue. Oui, alors ce qui a motivé cette mue, c'est mes tripes à des moments décisifs où mon ventre me disait ça va plus ce que tu fais là. Aussi bien parce que j'ai fait 2 transitions professionnelles pour arriver à solopreneur depuis chercheur. Donc j'ai fait une transition entre chercheur et chef d'entreprise Ok. et entre chef d'entreprise et solopreneur. Et dans les 2 cas, c'est mon ventre qui m'a parlé. Les 2 fois, moi, ce qui me drive, c'est que je recherche de l'impact. Je veux inspirer les leaders à agir pour la protection de l'environnement. Ok. Et donc, au départ, je me suis dit qu'être chercheur, c'était la meilleure voie puisque j'allais utiliser de la donnée pour faire des articles scientifiques de haut niveau, pour informer les organismes de recherche et de conservation. Mais en fait, j'étais très déçue. Et ensuite, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais prise dans une roue de hamster où j'avais, au final, je dépensais énormément d'énergie. C'était très compliqué au niveau humain aussi, au niveau administratif. Alors qu'au final, je pense que j'ai plus d'impact en solo. Donc, c'est ça qui a motivé la deuxième transition. Hyper intéressant et franchement à marquer dans les annales. Moi, je conçois tout à fait ça et je trouve qu'en tant que solopreneur, on peut avoir énormément d'impact sur le monde. En tout cas, c'est génial de t'entendre raconter ça. Alors, raconte-moi comment, quand on est scientifique, technique, comment on trouve les bonnes compétences, quoi, et comment on peut les transformer en business? Parce que tu es d'accord qu'entre la recherche et quelque chose qui te génère du chiffre d'affaires, il y a un monde, quoi. La plupart des scientifiques, d'ailleurs, peut-être qu'ils savent pas très bien, ils connaissent peut-être pas très bien les codes de l'entrepreneuriat et du business. Comment tu as fait, toi, pour savoir quelles compétences tu pouvais transformer en business? Ouais. Alors moi, ça s'est pas fait tout seul, même si en fait, je me suis rendu compte que j'avais ça dans le sang du fait d'une histoire familiale d'entrepreneuriat. Mais pour revenir au tout départ, moi j'étais donc dans mon job de rêve, dans un laboratoire de recherche à Cambridge en Angleterre. J'avais un contrat de 3 ans qui s'est transformé en 5 ans en postdoc et je travaillais sur les données, les meilleures données du monde sur une espèce la plus emblématique, l'albatros. Ok. Et de là, je faisais des articles scientifiques, j'étais dans mon bureau en permanence, sauf une session de terrain sur 3 ans.
Donc beaucoup de temps tout seul sur l'ordi, à attendre que ton boss il ait corrigé tes articles, que l'éditeur à qui t'as envoyé ton article il te dise oui ou dégage. Et je trouvais ça terrible en fait. En tant que postdoc, t'es ni chercheur permanent, donc t'as pas le fun et la tranquillité de acheter une maison, faire ta famille, tout pépère. Et t'as pas non plus le fun de tous les thésards qui vont faire la fête parce que t'es pas dans le même clan. Donc déjà, ça c'était pas très cool. Et après, quand j'étais en congé maternité, ça a été un monde pour moi parce que j'avais l'impression de perdre ma liberté. Et après, je me suis dit, ça, quand je suis en congé mat, j'avais 11 mois en Angleterre. Et ben c'est cool, ça va faire une extension à mon contrat puisque publish or perish, la recherche n'est jamais terminée. Donc au plus tu prends du temps sur ta vie perso, au plus tu vas pouvoir avoir des articles de haut niveau qui comptent dans la balance pour avoir un poste permanent. Et là-dedans, je me retrouve avec une étudiante australienne qui vient bosser depuis chez moi pendant mon congé mat. Et elle me dit, Déborah, tu es en train d'allaiter en faisant tourner des modèles mathématiques sur 3 ordinateurs différents. Tu appuies sur Run avec ton gros orteil. Il faut que tu postules à ce programme de leadership qui vient d'Australie, qui veut aider les femmes scientifiques à changer le monde, en gros. Et donc évidemment, j'ai candidaté puisque je me cherche toujours des opportunités. Et j'ai été prise, j'étais la seule française à être prise à l'époque. On était 80 femmes de 16 pays différents. Et là, c'est là que ça m'a mis la grosse claque, en fait. Je me suis rendu compte que dans le monde de la recherche, on n'avait jamais valorisé mes forces. Alors que là, toutes ces femmes, moi j'étais une des plus jeunes, moins de 30 ans, toutes ces femmes, prix Nobel, politiciennes, agronomes, travaillent dans les mines, enfin des femmes de tout horizon qui me disent mais Déborah, t'as vraiment un truc là, t'as vraiment une âme de communicante, t'as une énergie à transmettre. Et moi j'ai dit mais moi j'ai jamais vu ça moi dans la recherche. À chaque fois que je veux mettre un titre un peu original pour mon article, on me sabre. Ah ouais. À chaque fois que je veux faire un truc un petit peu différent, on me dit non, tu sors trop des clous. Et en fait, en faisant un exercice sur les valeurs, sur lequel je reviendrai dans d'autres épisodes, et ben ça a été le déclic et je me suis dit mais c'est pas possible. Les 3 valeurs que je veux mettre dans mon travail, et ben elles sont défoncées par le monde de la recherche. Et donc ça a été le déclic. Donc à partir de là, boule au ventre, je me casse. Et donc pour répondre à ta question, je voulais refaire mon CV et je me disais dans mon CV je vais mettre mes skills et mes skills c'est quoi? Et donc j'ai vraiment été chercher en profondeur c'est quoi un scientifique, qu'est-ce que je sais faire? Eh ben je sais rechercher de l'information à l'écrit, à l'oral, en français et en anglais. Je sais valider ses sources, je sais la synthétiser, je sais rédiger scientifiquement en français et en anglais, je sais communiquer à l'oral en français et en anglais. Et en fait, donc, je suis comme un entonnoir, c'est-à-dire que je peux aller chercher plein d'informations et la retransmettre avec une analyse poussée, bien sûr, analyse de data, modélisation, graphique. Et là, je me suis dit, mais en fait, si je sais faire ça, je peux faire n'importe quel métier. Génial. Non, mais passionnant. Alors, il y a plein de trucs qui m'intéressent dans ton parcours. Déjà, le côté, je pensais pas que c'était comme ça, mais le côté permissionless aussi maintenant de ton modèle par rapport au monde de la recherche qui en fait n'était pas très permissif. Et je pense ce côté devoir attendre l'autorisation du boss et tout, quelle horreur. Donc, je comprends que tu te plaises aussi dans ton nouveau modèle où du coup, tu peux t'exprimer en toute liberté sur LinkedIn, dans tes articles, etc. On va en reparler. Et puis peut-être aussi voilà, ce côté transformer ses compétences en business, notamment peut-être le côté conférencier qui commence un petit peu à apparaître, qui a dû être dans ton business model. Tu te rappelles quand tu as décidé de voler, alors ta boîte que tu as créée et ensuite en tant que solopreneur, c'était quoi tes premières sources de revenus? Tu as fait quoi au début en fait quand tu as commencé? Au tout début, j'ai fait du consulting à Cambridge avec une copine qui avait une ONG sur la pollution au Vietnam. Donc je me suis dit cool, avec mes compétences, je peux répondre à quelques questions. Pareil, aller chercher de la donnée et puis lui faire des conseils sur comment le système évolue par rapport à d'autres pays, par rapport à certaines régions. Enfin, c'était assez facile pour moi. Parce que rechercher de l'information, c'est pas si simple en fait. Il y a plein de sources différentes. Il faut pouvoir les vérifier, les valider et les comparer des sources différentes. Ouais, mais intéressant. Donc ton début d'entonnoir, tu l'as recyclé dans consulting. Et ça, c'est quelque Alors chose ça, qu'on c'était fait juste le beaucoup début. quand on C'était est juste un au petit truc. début. Dans sa partie freelance, solopreneur, souvent on peut commencer par là du conseil. Et peut-être qu'en consultant, tu t'es rendu compte d'autres problèmes ou d'autres trucs que tu pouvais résoudre. Mais ce qui m'a vraiment mis sur un tremplin, c'était que
pour participer à cette expédition, enfin à ce grand mouvement pour les femmes scientifiques qui culminait avec une expédition en Antarctique à l'époque, qui était la plus grande expédition féminine de l'histoire en Antarctique. Donc ça, c'était assez cool. C'était un programme d'1 an. Je devais lever 20 000 euros. Enfin, je devais payer 20 000 euros, mais c'était hors de question que je me les paye moi, puisque mon boss, il me les payerait jamais. Donc moi, j'ai décidé de les lever. Donc j'ai été dans la presse, j'ai commencé à raconter des histoires en ligne, et j'ai eu plein de sponsors, entreprises, auxquels je devais une conférence en rentrant. Et mais ce que je savais pas, c'est que comme j'ai décidé de quitter mon job au moment où je suis descendue de l'expédition antarctique, et ben toutes les conférences que je donnais, je disais bah maintenant que j'ai fait tout ça, je vous ai raconté mon histoire à bord, ce que ça a changé pour moi, et ben maintenant je cherche du boulot. Je cherche qu'est-ce que je peux faire. Et à chaque fois, je discutais avec 5 personnes à la sortie et je disais oui à toutes les opportunités. Donc en fait, l'année où j'ai quitté ce job-là, j'étais enceinte de ma deuxième. Et j'ai commencé à faire plein de trucs. Donc, j'ai été formatrice en intelligence collective, j'ai été consultante pour une fondation de protection des océans. J'ai été prof de développement durable avec un contrat spécial du rectorat pour un collège en difficulté, avec un projet d'amener les jeunes en Arctique, avec un documentaire télé. Et j'ai rencontré la cofondatrice de mon entreprise à moi. D'accord. Et donc, Alors, tout s'est passé comme ça. trop intéressant de voir un petit peu, comme tout le monde, tout solopreneur à ses débuts, tout ce que tu as pu faire, c'est-à-dire être open aux opportunités, dire oui à tout, commencer à encaisser aussi de l'argent pour te payer, etc. dans ton contexte. Donc, super intéressant. On va en parler dans l'épisode 2 de justement comment tu as trouvé ta traction et finalement le business model que tu as aujourd'hui en tant que solopreneur scientifique. Juste avant, j'aimerais que tu nous donnes un petit défi pour les solopreneurs qui nous écoutent, qui sont un peu dans ce flou artistique du début de en fait, je sais pas trop comment transformer mes compétences en business. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Alors, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en tant que scientifique, c'est de ne pas être ultra crépidarien. C'est un mot qu'Étienne Klein avait sorti pendant le Covid en disant que tout le monde prend une posture d'expert alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et donc, pour ça, à chacune de mes conférences et de mes formations, j'utilise un truc qui est en ligne, qui permet de répondre à des questions sur l'état du monde en général et de voir si on a les bonnes réponses avec les sources fiables et les explications derrière. Et donc, je vous invite à aller tout de suite sur le site de la fondation Gapminder, sur lequel vous avez un outil, un des 3 outils majeurs qui s'appelle Worldview Upgrader. Donc, c'est essentiellement en anglais, mais je pense que c'est possible de le traduire avec Google. Et là, vous pouvez passer des certificats sur les ODD, mais en fait, il y a 300 questions sur lesquelles vous pouvez expérimenter votre factfulness, c'est-à-dire la capacité de se sentir mieux lorsqu'on a les faits réels sur l'état du monde. Hyper intéressant. J'en étais sûre qu'on allait devenir super intelligent en t'écoutant, Déborah. C'est pour ça que je t'ai invitée. Je suis hyper honorée d'avoir une invitée qui est PhD en plus. C'est marqué sur ton LinkedIn. J'étais super intimidée avant le début de cette interview. Eh ben, allez-y, testez vos connaissances. Abonnez-vous à la newsletter aussi, je vous glisse. Plein de tips que va nous donner Déborah, des sources super intéressantes qu'elle a. Et du coup, c'est une vraie ouverture d'esprit pour nous. Puis on mettra peut-être des photos aussi de tes expéditions, ça peut être sympa. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'épisode 2. Comment trouver le bon besoin du marché et du coup, comment faire décoller ton solo business en tant que scientifique. C'est parti. Alors, deuxième épisode, après le début, où voilà, tu t'es dit, voilà mes compétences, je les présente au monde, et puis advienne que pourra. À quel moment t'as basculé dans ton business model actuel? Et notamment, si j'ai bien compris, moi j'ai l'impression que ton business model, c'est le business model du conférencier. Mais raconte-moi un peu comment tu gagnes de l'argent, c'est quoi un peu tes sources de revenus et je dirais ton business aujourd'hui. Ouais, peut-être avant de vous raconter tout ça, juste une remarque, 2 remarques. Premièrement, quand j'ai décidé de faire le grand saut depuis le monde de la recherche, pour lequel j'avais investi énormément d'énergie, énormément de sacrifices personnels, puisque je vivais à distance de mon homme pendant 5 ans. Après, il m'a suivi à Cambridge à contre-cœur. Enfin, ça a été beaucoup de sacrifices. Et puis, ça a été aussi une désillusion, puisque c'était vraiment ma passion. J'étais sûre que c'était ça que je voulais faire. Donc, il y a tout un travail psychologique accentué par le fait que quand je suis rentrée, mon père me disait chaque semaine, en plus j'étais enceinte, j'étais presque au chômage puisque les droits étaient pas reconnus en rentrant de l'étranger. Il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Et le truc qui te met le plus la Tous les pression. parents posent à tous les solopreneurs. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Flavie, c'est quoi tes histoires de podcast? Je ne comprends rien.
Donc lui, il s'était dit, c'est bon, elle est sur la voie, mais en fait, il me foutait une pression pas possible. Donc voilà, toute cette gestion personnelle, émotionnelle, je la mets pour le moment de côté, mais c'est un vrai sujet. Mmh. Et donc, de la phase où j'ai dit oui à tout, de la phase où j'étais salariée avec un petit salaire pas terrible de recherche, Mmh. au moment où j'ai dit oui à tout, et ben, je me suis rendu compte que cette capacité de travail énorme que j'avais dans la recherche, je l'ai appliquée au monde de l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi un travail sans fin. Oui. Et j'avais ma fille, je la portais avec moi partout pendant les 6 premiers mois où tu vois le bébé, tu peux en faire ce que tu veux. Euh, et, euh, et donc mon business model, c'était je rentre en couveuse, je suis portée par un contrat, je sais plus comment ça s'appelle, euh, en 4 lettres. Je me souviens plus. C'était en gros, j'ai été contractualisée par la couveuse OK. il me faisait ma compta et moi je chiffrais à travers eux. D'accord. Et je me rappelle encore ma première négo en tant que consultante. Moi, je m'étais fait conseiller. Les gens, ils m'avaient dit, ouais, tu peux commencer à 1000 la journée. Et le mec, il me dit, mais jamais de la vie, tu seras 250 ou alors tu y seras pas. Et je me rends compte à quel point cette négociation, elle a été terrible parce que je pouvais pas dire non. Et il m'avait posé tellement de questions perso à l'entretien qu'il avait tous les liens, toutes les ficelles enfin, il Mmh. savait que j'avais pas le choix que de Contrepointer. prendre ce Mmh. consulting. Donc petit à petit, voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et si tu veux que je te parle de mon business model aujourd'hui, c'est ça? Oui, bah, comment ça a évolué pour qu'on comprenne? Parce que tu vois, je trouve Ça a qu'entre avoir évolué plein beaucoup d'idées et encore. toutes les tester et se disperser et le moment où ça commence à se resserrer, où tu commences à avoir des indices, souvent les gens, ils sont bloqués entre ces 2 instants et ils ont pas encore eu Mhm. peut-être l'éclair de lucidité ou le début de traction du marché qui fait qu'ils ont repéré leur gros produit principal, tu vois, leur brique principale. Un peu comme moi, l'année dernière, je faisais un peu plein de trucs et après, boum, j'ai trouvé l'idée de l'incubateur solopreneur et depuis que je suis focus là-dessus, en fait, ça, tout s'est décoincé, tu vois ce que je veux dire, et ça représente Ouais. l'essentiel de mon business. Ok, alors laisse-moi rajouter quelques étapes entre-temps. Donc voilà la couveuse, je dis oui à tout, je teste des trucs, je suis salariée un peu avec le rectorat, je commence à monter mon asso en ayant les droits au chômage que j'ai réussi mon asso et la SAS qui en découlera plus tard, Ok. en ayant réussi à choper les droits. Donc je suis au chômage sur ça et j'avais déjà 2 ans de couveuse et au bout de ce moment-là, je crée ma boîte perso, ma Mm. SAS perso. Ça suit. Donc je continue de jongler avec tout ça en faisant je sais pas combien d'heures par semaine avec les 2 enfants petits. Mm. Au bout d'un moment, je me dis bon, l'association elle commence à décoller. Ça s'appelle Earthship Sisters. C'est un incubateur pour les femmes qui veulent porter des projets entrepreneuriaux avec un impact environnemental et c'est associé à un organisme de formation qui est par la suite devenu une SAS aussi. Ok. Donc une SAS dont l'actionnaire unique était l'association. Enfin, on s'est Ok. cassé la tête sur ce modèle hybride juridique. Et là, c'était un organisme de formation à la voile pour développer le leadership. Donc D'accord. moi c'est la boîte que j'ai créée. Je pourrais peut-être en reparler un petit peu plus tard, mais à côté de ça, en tant que présidente de cette structure, je me payais 3 quarts du SMIC. Mm. Donc je suis ok de travailler dur, de pas me payer beaucoup, je dépense pas beaucoup dans ma vie, mais merde quand même. Quand c'est Ouais, devenu c'est clair. dur, psychologiquement, j'arrivais plus à gérer en me disant tous les autres ils sont bien payés Mm. et moi je me paye comme une merde et j'ai toutes les responsabilités et en plus je travaille à côté. Donc ce qu'on me reprochait, enfin bon. Ouais, d'accord. Ok. Mm. Et heureusement que je travaillais à côté parce qu'avec ma boîte, j'ai continué le consulting et comme j'ai commencé en tant que conférencière gratos en récompense de mes sponsors de l'expédition Mm. antarctique, et ben j'ai continué de donner des conférences et j'ai demandé 500 balles. Après j'ai demandé 1000 et puis ça m'a donné tout un travail sur mais quelle est la valeur que je me donne en fait, aussi bien quand je négocie mon consulting que je négocie mes conférences. Mm. Et ça a bien évolué puisqu'aujourd'hui, je suis à 5 000 € la conférence. Ok. J'externalise la négociation et j'essaye de faire rien à moins de 1 300 € la journée. Ok, Alors, super. en consulting, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Je suis descendue à 900 récemment, mais dans l'ensemble, je me concentre un petit peu comme toi. Uniquement, j'ai fait un énorme tri, y compris ma grande structure qu'au final, j'ai dû liquider à l'amiable l'année passée Mm. avec des licenciements économiques. Je suis allée au tribunal toute seule plein de fois, et pour la première structure, pour l'autre. Enfin, ça a été J'ai une grosse un pensée pour casse-tête. plein de solopreneurs qui ont des passés comme ça d'entreprises comme toi et
qui ont connu plein de difficultés financières, prud'homme, tribunal et compagnie. Et franchement, c'est dur. Et je pense que c'est aussi une motivation pour être solopreneur parce que quelque part, Ouais. il y a beaucoup plus de liberté Et là, sur ça. pareil, la charge émotionnelle, elle est très grande parce qu'il y a beaucoup de déceptions là-dedans. Moi, j'ai envie de faire du collectif. Je pense que les solutions, justement, pour avoir de l'impact, elles sont essentiellement collectives. C'est pas parce que tu es solopreneur que tu parles à personne. C'est Évidemment ça. que non. Mais avoir une équipe, brainstormer, embaucher des gens, c'était quand même hyper satisfaisant. Ouais. Donc, il y a une partie émotionnelle encore, voilà, à gérer avec soi-même, plus toutes Alors, les choses méchantes que tu te prends dans la tête ouais, quand c'est tu es clair. dirigeant, tu vois. Bon, super intéressant. Donc, ne restez pas dans votre malaise si vous êtes dans des situations comme ça, parce que tu montres aussi que tu fais preuve de plasticité et tu es capable de dire, bon, bah voilà, C'est ça. ça évolue pas dans le bon sens, ma vie, c'est pas exactement comme ça que je la C'est pas voyais, ça. donc je change. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai noté aussi que même si tu t'es associé, si tu as créé d'autres boîtes, tu as toujours gardé quand même en fil rouge ton business à toi, ton solo business de Mhm. conférencière, et que finalement, c'est ça aussi qui, aujourd'hui, te fait gagner ta vie, te fait t'éclater dans ton métier et tout ça. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et pour tout le monde, moi, j'ai commencé en side dans le salariat. Et moi, pour moi, je suis fondamentalement convaincue que tout le monde va être un peu solopreneur dans sa vie, tu vois, ou aura une partie. Et j'aimerais bien que les gens assument ça et embrassent ça parce que je trouve que c'est une très bonne façon ensuite de faire un métier épanouissant. Alors, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent sur ça? Sur comment bien trouver son marché, quels défis un petit peu tu pourrais leur donner pour que voilà ils arrivent à asseoir aussi leur solo business, même s'ils viennent pas justement d'un background d'entrepreneur. Ouais, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'avoir une coach. Une coach qui m'a récupérée de par terre et qui m'a montré que en fait j'avais tendance à me saboter toute seule. Alors j'ai eu un premier coach au départ qui était convaincu qu'il fallait que je change ma relation à l'argent. Je me suis un peu énervée avec lui, mais en fait il avait raison. Mais il a pas compris le système où à bout d'un moment ça suffit en fait. Tu peux gagner un certain salaire ou un chiffre d'affaires avec tes dividendes, tes remboursements de frais, etc. en tant que solopreneur où il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et ça, il comprenait pas. Donc moi, j'ai laissé tomber. Mais il y a une autre nana qui a su me coacher en sachant très bien que je l'attendais au tournant. C'est-à-dire que je voulais pas qu'elle me dise des trucs très simples. Oui, tu devrais faire ci, faire ta liste. Ça m'intéressait pas. Mais en fait, à chaque fois, elle comprenait comment mon cerveau il marchait et paf. Donc, elle me faisait comprendre des choses très fortes qui ont révolutionné ma façon de voir les choses. Donc, je vous Génial. conseille surtout de ne pas rester tout seul. Prenez un regard extérieur sur vous. C'est un investissement qui, voilà, moi je payais 150 € la séance de 1h30, 2 heures. Je peux l'appeler quand je veux. Elle me connaît par cœur. C'est hyper rentable en fait. Ben, j'adore, je pense que c'est en fait, au bout d'un moment, je crois qu'on va tous passer par là. On a besoin justement, comme tu dis, solopreneur, c'est pas du tout solitaire. On a besoin de bosser avec d'autres freelances qui nous aident à faire des trucs mieux que nous. Tu disais externaliser les conférences, ça c'est intéressant. Je crois que tu bosses avec des agents Mhm. de conférenciers, donc c'est aussi des modèles qui sont parfaits pour les solopreneurs parce que tu vas pas te coltiner tout, quoi, la prospection des clients, l'organisation pratique de la conférence. Enfin, après, derrière les 5 000 € qui font rêver, il y a quand même beaucoup, Ah, il y a du beaucoup de boulot. complexité. Donc, super intéressant. Et ben, je trouve que c'est un excellent conseil. Et moi, pour ma part, j'ai dans mon prévisionnel annuel, j'ai budgété 10 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Tu vois, j'ai mis une pocket, formation, coaching, slash, enfin des trucs, tu vois, pour moi. Mais pas, tu vois, pas pour développer l'incubateur, pour me former moi. Voilà, donc bah, écoutez, super bonne idée. Racontez-nous si vous faites coacher, accompagner, tout ça. C'est toujours cool d'avoir un petit peu vos échanges en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'épisode 3 qui va être super intéressant parce que tu vas nous raconter comment tu as réussi à faire ton personal branding. Et ça, je pense que quand tu es scientifique ou technique, ça doit être hyper compliqué parce que vous n'êtes pas forcément formé au marketing et peut-être même que vous aimez pas trop l'exercice. Donc, tu vas nous raconter comment tu as fait pour devenir aussi une référence sur ton nouveau domaine. C'est parti. Alors, comment on fait son personal branding quand on est scientifique? Je pense je sais pas, à des gens qui vont nous écouter, tu sais, des ingénieurs, des développeurs et tout, qui vont avoir les poils qui se hérissent parce que quand on leur parle de marketing, ils sont là, arrête ton bullshit, etc. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, être conférencier, si tu n'es pas reconnu sur ton marché et une référence, ben, c'est mort. Raconte-nous comment tu as fait ta mue, toi, de chercheuse à, du coup, personne publique.
La première chose qui s'est passée, c'est quand j'ai commencé à lever des fonds en parallèle de mon métier de chercheur à Cambridge, pour justement financer ce programme de formation en leadership en Antarctique pour les femmes scientifiques. J'ai eu mon premier article de presse, ils m'ont posé plein de questions et j'avais un blog et dans ce blog, je voyais bien que les articles où je parlais de moi, ils marchaient beaucoup plus que les articles où je parlais d'un truc sur le monde. Trop drôle. Et je me suis posée avec moi-même, je me rappelle bien de ce moment, et je me suis dit, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de conserver ta vie vraiment privée et du coup d'être tranquille, ou est-ce que tu décides de jouer all-in et de raconter les détails en transparence, puisque moi la transparence aussi c'est une valeur que j'ai très forte, en plus de la liberté, de la curiosité dont on a parlé, de la créativité. Et du coup j'ai dit je joue all-in et donc je raconte tout. Et donc là typiquement j'ai fait ce choix de raconter tout et donc de jouer avec mon image. C'est pas je déteste poser pour des photos, j'aime pas me voir en photo, mais c'est ce qui marche. Donc comme ça m'évite de faire de la prospection puisque là je publie 3 fois par semaine sur LinkedIn. Le but du jeu c'est de pas avoir à faire de prospection, c'est que je donne envie aux gens de me chercher, de venir me chercher et hop j'envoie à l'agent et je me débarrasse de l'administratif et du côté négociation qui me met très mal à l'aise. J'adore ce que tu racontes et ça montre aussi que finalement, la marque personnelle, contrairement à ce qu'on croit quand on se lance dedans, c'est pas forcément fake it, faire semblant, mettre des paillettes dans sa vie, mais c'est plutôt, ouais, justement, assumer qui on est. Par exemple, tu partages quoi? Parce que c'est quoi la transparence dans ton domaine? Parce que en fait, par exemple, moi, je partage mes chiffres et tout ça, j'adore le building public et ça, je sais que ça fait venir plein de personnes à moi parce que du coup, au moins c'est documenté, quoi, contrairement à plein de gens qui te donnent des conseils mais qui te racontent rien de précis. Toi, ça se manifeste comment ce côté public? Les 2 posts que j'ai fait récemment qui ont le plus marché, et le premier ça a été le plus récent ça a été de dire ça y est je pars 6 semaines en Antarctique et je voudrais remercier une personne qui fait toute la différence, c'est mon homme. C'est mon homme parce qu'en fait, il m'a toujours poussé à faire tout ce que je fais. Il vient de rentrer, il fait comme ça. Il m'a toujours poussé à prendre des décisions. Quand je devais partir à Cambridge, il m'a dit go. Quand je devais choisir de prendre la thèse, il m'a dit go, alors que c'était à Perpète de Marseille, de là où on vient. Et donc à chaque fois, il m'a dit je gérerai. Et après, quand il y a eu les enfants, je gérerai les enfants. Et donc j'ai fait un post récemment pour raconter ça, et je crois qu'il a fait 30 000 vues. Un truc qui tu sens que ça te prend les gens aux tripes. Donc moi je veux raconter cette histoire et être aussi en plus une advocate pour l'environnement, advocate pour la femme libre, tu vois. Super Même si intéressant. la maman exploratrice. Non, mais ok, écoute, super. Alors, Donc qu'est-ce que ça, tu aurais comme conseil à donner pour voilà développer son identité aussi, puis se démarquer, c'est aussi voilà pas être comme tout le monde. Je pense que c'est important. Et toi, tu as vraiment comme tu dis, tu oses, ça t'amuse, tu montres aussi un autre visage, je pense, du scientifique. Quels sont tes autres conseils à ouais. part le building Alors, public? il y a eu le deuxième poste, juste pour terminer, c'était quand j'ai pris la décision de fermer Earthship Sisters, et donc j'ai raconté le processus de liquidation, ce que ça a représenté pour moi. C'était pour moi même, c'était une façon de me soigner que de le raconter, puisque je ne peux pas être autre que authentique, transparente Ok. et authentique. Voilà. Donc ça, c'était pour laisser ça de côté. Les conseils que je veux donner, moi j'adore ça, le personal branding et le branding et le marketing, ça me plaît. À condition que ça soit authentique, sinon je supporte pas. Ok. C'est pour ça que je veux pas de compte Instagram aujourd'hui, parce que je veux pas que ma vie, ce soit je vais mettre comme ça, parce qu'au moins ça fera une jolie photo, tu vois. Ça, je veux pas. Donc, qu'est-ce que je conseille? Utilisez vos compétences de chercheur. Allez regarder ce qui marche, ce que font les autres. Faites-en une synthèse et trouvez ce qui marche pour vous. Par contre, là, il va falloir aussi creuser à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui vous caractérise. Et moi, aujourd'hui, c'est marrant parce que du coup, je suis à la fois maman, à la fois exploratrice polaire. Je resterai toujours scientifique et je veux absolument garder ce fil rouge. Qu'on me dise pas que je suis juste entrepreneur. Non, non, non. Je suis scientifique et c'est ma façon de penser. Ça, c'est ma valeur principale. Mais je suis spécialiste des albatros. Et ça, c'est le truc dont les gens se rappellent. La dame des albatros. Ah oui, les albatros qui font 3,70 m d'envergure. Et ça, c'est le truc qui me caractérise. C'est l'association un peu insolite
entre des compétences, donc enthousiasme, albatros, science, bah voilà, c'est Ok, moi. c'est ton petit ikigai à toi. Alors, tu voulais nous mettre une ressource dans la newsletter, je vais vous glisser ça dans les liens, pour comprendre un peu ses forces et ses caractéristiques. C'est quoi cette ressource? Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'étais sur le bateau avec toutes les femmes en Antarctique, il y a un truc qui m'a fait décider de quitter la recherche instantanément. C'était un jeu de cartes de valeurs où il y avait 90 valeurs que j'étalais devant moi. Je devais en choisir 10, ce qui est pas facile, en pensant à mon travail, hein, dans le cadre de mon travail. Qu'est-ce que je cherche? Et après les classer par ordre, en sortir 3. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu qu'il y avait rien qui cadrait. Donc ce test de valeur, il n'existe pas en ligne, mais vous pouvez vous le créer vous-même en Ouais. sortant plein de valeurs. Vous les trouvez sur Internet. Sinon, il y a un test que j'aime bien en ligne aussi qui permet de se connaître, qui est gratuit. Ça s'appelle VIA Character Strength. C'est un test de force en psychologie positive. Et il y en a un autre qui s'appelle 16 Personalities, qui est tiré du MBTI, qui est le test standard le plus fait dans les organisations Ah ouais, aujourd'hui, je le qui est connais. décrié par certains scientifiques, mais c'est intéressant. Ouais, Donc non mais allez-y, super. sachez qui vous êtes. Eh ben écoute, c'est parfait. Et puis tu me disais aussi en préparant cet épisode, demandez aussi autour de vous. Et moi, j'avais trouvé ça utile quand je m'étais lancée. Au départ, je me suis dit, je vais être freelance solopreneur, mais j'avais aucun plan. Je savais pas quoi faire du tout, en fait. Et j'ai demandé à mes potes, parce que j'avais lu quelque part, je leur ai demandé, ben, quand tu viens me voir pour un conseil, c'est pour quel sujet? Et du coup, tu vois, j'ai commencé à récupérer un petit peu de feedback sur ce qui faisait que les gens, enfin, ce que les gens valorisaient chez moi, et ça m'a donné des idées aussi après pour mon business. Donc voilà, aussi des qualités Et, perso et et quand pro. j'ai fait ça, moi quand j'ai fait ça avec des amis de différents backgrounds et de la famille, ils m'ont sorti des trucs que même pas je savais, genre généreuse. Généreuse. Ah bon, je suis généreuse. Moi, bah en fait ouais, mais j'avais pas capté. Bon, mais c'est hyper bien. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Et si je le retrouve, je vous mets aussi le truc des valeurs, parce que figure-toi que je m'étais reconstitué ces cartes. J'avais fait moi aussi ce jeu en entreprise et j'avais trouvé extra. Et moi, ça m'a permis de comprendre que mes deux valeurs cardinales, c'était fun et out of the box. Et du coup, c'est aussi pour ça que je m'éclate dans le soloprenariat versus d'autres modes de travail peut-être plus contrôlants ou plus contraints avec toujours la même chose à faire. Donc, j'adore. Et merci à toi pour ça. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'avant-dernier épisode où on va aborder un sujet très critique, très problématique aussi pour justement les gens qui ont des métiers comme ça hyper spécifiques, comme par exemple les scientifiques. C'est comment séparer les bonnes qualités des défauts un petit peu de sa profession, parce que on a toujours les défauts de ses qualités. Et c'est vrai que les scientifiques, ils ont plein de qualités, mais ils ont aussi peut-être certains clichés qui sont un peu à l'opposé de l'entrepreneuriat. Donc, on va voir avec toi comment faire le tri et puis surtout, comment faire en sorte d'utiliser les bonnes qualités et de mettre de côté les clichés. C'est parti. Alors pour ce quatrième épisode, tu me disais, Déborah, voilà, clairement, il y a des clichés quand même sur les scientifiques et des clichés qui se marient pas toujours très bien avec l'image d'Épinal qu'on se fait d'un entrepreneur et encore plus d'un solopreneur. Je sais pas, moi, quand tu me dis scientifique, je pense à quelqu'un, tu vois, d'hyper méthodique, un rat de bibliothèque, quelqu'un qui va chercher pendant longtemps des trucs et peut-être moins agir. Alors, moi, ça, c'est ma première, comme ça, mon premier cliché, je te le mets sur la table, mais dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que il y a un fond de vérité derrière ces clichés? C'est quoi les trucs qui t'ont posé problème, justement, versus l'état d'esprit de l'entrepreneur? Raconte-moi un peu comment tu as fait le tri Mm. entre tout ça. Alors, moi je suis une personne très active et très dans un des tests que j'avais pu faire aussi, c'était en gros, je vais toujours au bout de ce que je commence. Ok, Donc c'est une caractéristique de personnalité que pas tout le monde a, mais moi je suis comme ça, donc ça m'a d'accord. vachement dépannée déjà. Alors les choses on a parlé des forces des scientifiques en général, il y a aussi des choses qui se retrouvent et moi ça m'avait frappé quand j'ai fait mes premières conférences scientifiques où t'as la pression, tu vois, t'es francophone, ça fait 3 ans que tu bosses sur tes données et tu présentes en face de 500 experts de plein de pays de la modélisation mathématique. Et en fait, moi, j'avais des prix de conférencière scientifique à l'époque, étudiant, et eux, ils me donnaient envie de dormir. Hmm. Et ils me disaient mais comment tu fais pour être aussi à l'aise sur scène et du coup je me suis rendu compte qu'un truc vrai chez les scientifiques c'est qu'ils savent pas communiquer Hmm. déjà. Donc il y a
pour casser ça, on en a parlé un petit peu à l'épisode précédent, mais essayer de se mettre en avant, de faire du travail sur son corps, d'être à l'aise dans son corps, dans l'espace, déjà pour relâcher les articulations, et puis oser aller de l'avant et peut-être même se faire accompagner sur la voix, sur l'intonation. Donc ça, c'était le premier sujet. Oui, Le en gros, deuxième tu truc, des c'est gens qui que valorisent peut-être plus le fond que la forme. Et toi, tu t'es rendu compte que dans le monde actuel, en fait, si t'as pas la forme, c'est pas entertainant, ton projet n'ira pas bien loin. Tu peux pas sauver le monde si t'es chiant, quoi, si t'endors tout le monde. exactement. Et c'est le grand problème que les scientifiques ils ont aujourd'hui. Tu vois le rapport du GIEC. Bon, ils ont mis quelques images, ils ont fait faire les graphiques jolis, mais t'as envie de te tirer une balle en fait. Et même Jean Covici, j'aime beaucoup ce qu'il apporte aujourd'hui. Il est monté en flèche là sur LinkedIn et ailleurs. C'est extrêmement factuel, juste, mais extrêmement cynique et déprimant. Donc, Ouais. je regrette que le scientifique soit perçu comme ça, même il dit qu'il n'est pas scientifique, mais bon, il a une Mm. approche scientifique. Donc, il y a ce côté communicant, vulgarisant, pédagogue, et qui donne envie. Moi, je travaille énormément sur ça, donner envie. Ok. Le deuxième point, c'est l'inefficacité. Quand on est dans une posture de scientifique ou d'ingénieur, on, on est salarié, on est fonctionnaire, on est pépère, Mm. sauf quand on est jeune. Mais du coup, quand on est entrepreneur, si tu chiffres pas, t'as rien. Mm. Et donc c'est complètement inversé. Et je pense que ce côté cool, je prends le temps de chercher, de comparer, machin, non. Il faut que, au bout d'un moment, tu te dis, je me donne 3 jours pour faire la recherche sur ce truc, et après je passe à l'action. Ou alors je me fais 2 heures par matin, mais il faut que ça produise, parce que c'est comme ça que tu vas gagner ta vie. J'adore parce que là, on voit bien que la combinatoire de tes deux cerveaux, quoi, est super. Parce que l'entrepreneur aussi, entre guillemets, qui est que sur le outcome et qui s'en fout un peu de la marge du monde ou des data, tu vois ce que je veux dire? Et là, je trouve que Mm. ça se complète bien parce que j'imagine que tes compétences de recherche, elles te permettent aussi de faire, voilà, de savoir où agir et d'avoir peut-être sans doute plus de résultats encore qu'un entrepreneur qui ferait juste de l'action mais sans trop de réflexion auparavant. Ok, intéressant. Mm. Donc, il faut en être conscient et se mettre un petit coup de pied aux fesses ou s'organiser dans son temps. Et c'est lié au troisième point. Le troisième point, c'est qu'on est hyper perfectionniste. C'est-à-dire que c'est jamais parfait, c'est jamais fini, ça suffit jamais. J'ai pas cherché assez, j'ai pas mis le graphique comme il fallait, j'ai pas écrit suffisamment bien, j'ai pas préparé ma compte suffisamment bien. On s'en fout. La loi de Pareto, 80%. À partir du moment où tu es arrivé à 80%, c'est bon, ça suffit, tu passes à autre chose. Et ça, c'est vraiment très très important pour les scientifiques. Oui, parce qu'en plus, tu dois avoir le côté, alors les gens parlent de syndrome de l'imposteur, mais en scientifique, ça doit être encore pire parce que tu vas avoir le côté fact-checking et tu as toujours peur que tes confrères. En plus, tu fais des confs pour tes clients, mais aussi devant tes confrères, devant tes pairs, donc c'est assez intimidant. Intéressant, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, surtout que moi, je me fais coacher là pour créer une conférence professionnelle. Et moi, je suis assez bluffée. J'ai beaucoup d'exercices de prise de parole que j'avais fait par le passé. J'avais fait du média training, je parlais sur scène tout le temps dans ma boîte, je fais du podcast, du live. Mais quand même, là, j'étais impressionnée parce que le format conférence, c'est très contraint, quoi. En fait, tu te rends compte grâce au coach que tu peux pas passer beaucoup de messages. Donc, je suis assez d'accord avec toi que l'idée de bourrer à craquer ta conférence de plein de sources, en plus, ça sert à rien parce que les gens, tu les endormirais et ils aimeraient pas ta conférence. Donc, toi, tu dois faire le tri, j'imagine, vraiment entre, bon, les compétences essentielles à faire passer versus le reste. Ouais, et c'est là que j'ai beaucoup de mal, et ça vient avec mon dernier point, le besoin de tout justifier. Quand tu écris un article scientifique, à chaque phrase, tu mets une référence qui valide, une référence d'un article publié, peer-reviewed, reviewé par des pairs, qui valide ce que tu dis. Et donc, dans ma conférence, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je montre un graphique, déjà, je mets la source, à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai besoin de justifier pourquoi. Et c'est pas que pour les faits, ça fait pareil avec moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis oui, je suis scientifique, j'ai un doctorat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, on s'en fout. À partir du moment où tu racontes une histoire dans tes slides, ben ça suffit à emporter les gens. Il n'y a pas besoin de donner 50 graphiques pour que les gens ils soient d'accord avec toi. Et pareil, ta crédibilité, à partir du moment où elle est posée, c'est OK. Je voulais juste raconter une anecdote par rapport à ça. Une fois, j'ai donné une conférence dans un salon sur l'intelligence collective. C'était comment rester optimiste pour changer le monde, mais c'était il y a 2-3 ans, donc j'avais pas encore fait tout ce travail. Mm. Euh, et, euh, et donc, je fais ma conférence et je rate mon train.
à la gare à Lyon parce que en fait, je m'étais trompée de gare. Et Ah il y a oui. une autre dame qui rate son train aussi, et on se dit, ah ben on était au même salon, donc on discute, et on se demande ce qu'on a fait toute la journée. Et elle me dit, je suis allée à une conférence, oh là là, c'était que des graphiques, j'ai rien compris. Et je dis, ah ben c'était moi. Et tu vois, ça sortait tellement du cœur que je me suis dit, mais plus jamais, j'adore les graphiques et j'en veux dans ma conf Ouais. pour parler à un certain type de cerveau dans l'audience. Mais au bout d'un moment, il faut que ce soit qu'un quart de mon truc, c'est pas possible. Non, mais c'est trop bien, trop bien. En fait, c'est ça. Parce que, en fait, tu fais par rapport à toi et par rapport à ce que tu glorifies quelque part dans ton système de pensée comme étant Mm. le nec plus ultra de la présentation des datas, alors que toi, justement, tu as besoin de vulgariser, donc tu es obligé aussi de voyager dans l'audience et de ses besoins aussi et de t'adapter à ça. Et je voyais beaucoup, ben, tu vois, dans les conseils aussi de prise de parole, il y a clairement penser à faire passer un bon moment à l'audience. Voilà. Et du coup, ça, je pense que c'est pas forcément le truc auquel tu penses en premier quand tu es scientifique et que tu viens présenter des recherches que ça fait 15 ans, 20 ans que tu fais. Et donc, tu es plus sur la data peut-être que sur on va dire, l'ambiance et l'atmosphère dans la conf. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut faire si on souffre comme ça de quelques limitations du fait de son métier? Et on est plein à avoir des clichés. En fait, on en a tous. Par exemple, le marketeur, il y a plein de clichés attachés à lui. Moi, j'étais dans les carrières commerciales. Il y a plein de clichés aussi attachés à moi. Donc, comment on peut faire pour se détacher de ça et pour justement se mettre dans une posture d'entrepreneur où voilà, on va utiliser ses forces et on va filtrer les faiblesses, on va essayer de les contrecarrer. Euh, c'est du développement personnel, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de qui on est et se dire que bah, je suis comme ça et c'est bien. Et Ok. donc, moi, je voulais vous donner un défi par rapport à ça, même deux. Le premier, c'est de demander aux gens qui vous connaissent bien, avec qui vous avez bossé, des recommandations sur LinkedIn pour que votre crédibilité, elle soit publique. Vous pouvez même demander à ce qu'on vous donne des qualités, je sais plus comment ça s'appelle. Compétences. Euh, et mince, j'ai perdu le fil. Euh, et l'autre truc, j'ai oublié. Eh ben, non, mais je trouve ça très bien. J'avais enregistré une mini-série dédiée, Preuve sociale, rentabilité maximale avec Émilie Oudou. Je vous conseille de l'écouter parce que j'avais appris énormément de choses et depuis, je me suis mise à j'ai ouvert un compte sur Google My Business et sur Trustpilot et je reconnais que c'est très important, voilà, y compris pour ma propre confiance, de lire les messages des personnes qui sont dans l'incubateur, par exemple, et qui me disent ce qu'ils aiment bien à propos de ce produit. Et même moi, ça me conforte en fait. Parfois, je suis là, ah bon, ah, mais tout ça, bah, c'est génial. Enfin, tu vois, il y a ce petit côté un peu manque de confiance. Et quand tu lis le message, bah, t'es rassuré aussi. Donc, hyper important. Et ben écoute, super. On booste notre confiance en nous. En plus, on en profite en t'écoutant, en se rendant compte que bah voilà, au début tout n'est pas parfait, et puis qu'après ça progresse grâce à du développement scientifique, business, développement personnel. Et ça nous amène à notre dernier épisode où justement tu m'as dit être solopreneur scientifique et réussir, c'est pas que une méthode scientifique. Et j'aimerais bien qu'on découvre ta dernière arme fatale dans le dernier épisode. C'est parti pour l'épisode 5. Alors Déborah, n'en déplaise à ton background de scientifique, tu me disais, Flavie, pour réussir en tant que solopreneur, quelle que soit sa compétence d'ailleurs, il n'y a pas que la méthode, il n'y a pas que le truc un peu scientifique comme ça, étape 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, Déborah, à, on va dire, ouais, dépasser ton plafond de verre et puis vraiment, vraiment réussir en tant que solopreneur? Oui, alors je me documente beaucoup sur ça en ce moment, sur le lien entre les deux cerveaux qu'on a, les deux hémisphères. Le cerveau gauche qui est très rationnel, cartésien, de tout ce que disait Descartes, que le corps est une machine, euh, qui est voilà, qui a apporté la révolution scientifique par rapport à l'Église avant et sur laquelle toute notre société est basée. Mm. C'est-à-dire que si tu chiales au travail, on va dire oh là là mais elle voilà, alors que en fait t'as le droit. Ça dépend comment c'est fait, mais et ton cerveau droit, qui lui est le plutôt lié à la créativité, à l'intuition, aux émotions et à des choses qui sont plus humaines en fait et très complémentaires de l'autre. Et donc Mm. moi je pense que dans le monde vers lequel on va aujourd'hui, qui est un monde VUCA, vulnérable, incertain, complexe, ambigu, du fait qu'on a dépassé les limites, 6 des 9 limites planétaires, il va falloir utiliser beaucoup plus ce cerveau droit, ces soft skills pour être résilient. Est-ce que, Euh,
Petit aparté, je crois que j'ai vu passer ça il y a pas longtemps. C'est pas système 1, système 2 là, ce que tu décris aussi, ce côté, je sais pas si tu l'as lu, ce bouquin du Fast and scientifique slow. qui avait inventé, enfin inventé, documenté l'histoire des biais. Euh, Faudra que je retrouve les refs, mais ça te dit rien? C'est pas ça? Ça me dit quelque chose. J'ai pas encore lu le bouquin, mais il y a Thinking Fast and Slow de Daniel Oui, c'est ça, Kahneman, voilà. c'est ça? Daniel Ouais. Kahneman, voilà. Et si, c'est en français, c'est système 1, système 2, Ah, les deux d'accord. vitesses de la pensée. Ben, je pense que je vous Bah, mettrai c'est la ça. ref parce que moi, c'est dans ma reading list qui m'a été recommandée et je Mm. trouve ça intéressant justement pour comprendre un petit peu nos mécanismes de pensée. Ouais, ben c'est un livre incontournable. Je l'ai sur mon étagère aussi. Et moi j'en ai. C'est très bizarre parce que c'est des trucs qu'on a toujours relégués parce que la société nous fait croire que c'est pas nécessaire, c'est pas important. Et en même temps, là, je suis en train de suivre une formation sur l'intuition. Et bien que j'ai fait plein de tests de développement personnel et d'accompagnement sur le fonctionnement du cerveau, sur les forces, etc., les valeurs, et ben là, je découvre des trucs en moi auxquels j'ai jamais fait appel. En fait, auxquels j'ai fait appel sans en être consciente. C'est-à-dire la petite voix qui te dit, le coup des tripes qui te dit non, le coup de l'âme d'entrepreneur qui te dit mais je vais faire un projet avec des femmes, un bateau, et ça va marcher. Et tu le sais, mais Hmm. tu sais pas expliquer pour toi pourquoi. Donc cette intuition visionnaire qui te dit que c'est juste ce que tu es en train de faire, et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec l'écosystème de services de conférenciers, avec le livre, avec la masterclass, avec les journées de formation, Hmm. avec les expéditions, avec LinkedIn, avec le site web à refaire. Et donc tout Ouais. ça, ça va s'auto-alimenter dans un modèle économique, certes dit du conférencier qui est assez standard, mais que je fais à ma façon et que je sais que ça va marcher parce que c'est mon intuition qui me le dit. Alors moi, ça me parle énormément. Déjà, je te dis bravo parce que souvent enfin les formations, tu sais, on les met sur des trucs hard, genre formation à l'IA ou je sais pas quoi, un tel modèle mathématique et tout. Et je trouve que prendre la démarche de se former sur des trucs soft, c'est vraiment rare. Et je pense que c'est pour ça que ça te donne aussi plein d'idées. Et après, deuxièmement, sur la construction de l'écosystème de business. Donc moi, c'est vraiment ça me parle énormément puisque moi, tu sais que je valorise ça, le business model du solopreneur, selon les 4 piliers. Donc, c'est une vraie pensée écosystémique. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le lien, les ponts entre les activités, tu sais. Je faisais des trucs comme ça un peu spontanément, mais je savais pas pourquoi. Et généralement, à chaque fois que j'ai eu des bonnes idées, des illuminations, des épiphanies, c'était après une marche de 2 heures comme ça dans la nature. Et la dernière fois, quand j'ai eu l'idée de l'incubateur solopreneur, que ça m'a fait tilt, c'était après mon stage de surf dans le Pays Basque. Donc je rentrais de ma session de surf et puis bah boum, j'ai un peu eu tu sais, le truc visuel où genre ting 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 ting, toutes les lumières s'allument. Après je me suis mise à écrire un petit peu à mon ordi et voilà. Donc comment tu fais toi pour ouais, pour mettre un peu plus du coup de soft, d'intuition et tout ça dans ton business? Eh ben, je ralentis. Chose que je n'ai jamais fait avant. Ah non, ça Je me fait peur. ralentis. Non, mais je ralentis. Je pense qu'on se ressemble quand même pas mal. On est assez speed toutes les deux. On travaille vite. Mais il y a des moments, tu vois, là, je t'ai demandé de décaler tout à l'heure parce que je suis en train de planter un clémentinier et un citronnier et je vous devais bien préparer la terre. Enfin, Mmh. je suis en train d'apprendre à ralentir, à accepter que quand je regarde un documentaire télé ou une série, par exemple 200 et d'argent récemment, ben en fait, je suis en train de bosser. Je bosse, mais en étant relax parce que je me cultive à plein de trucs. L'autre jour Mmh. sur Arte, j'ai regardé un documentaire sur les nudistes. C'est débile, mais en fait je bosse parce que je savais pas que le courant nudiste dans les années 70, il était pour laisser tomber l'uniforme, arrêter le pouvoir Mmh. et se reconnecter à la nature sur ses sens. Et donc en fait tout ce que je fais aujourd'hui, c'est des networks de la complexité. Je suis en train de suivre un cours sur ça, The Systems View of Life. Tout est interconnecté. Il faut arrêter de penser en silo de façon mécaniste comme notre cerveau cartésien nous l'a imposé jusqu'à maintenant. Tout est interconnecté et l'humanité, les sens, les émotions, je pense que c'est en remettant ça qu'on va arriver à basculer vers un monde plus durable. Et donc moi, vraiment, en tant que solopreneur, là, je suis en train de kiffer parce que je ralentis, j'en fais qu'à ma tête, à mon rythme. Et c'est ça qui change beaucoup de choses. Après,
Et alors, Peut-être attends, tu je veux te coupe réagir. juste 2 secondes, mais parce que j'adore. J'écoutais un podcast américain et les Américains, ils disent lifestyle business pour le solopreneur souvent. Et moi, ça me surprend parce que je suis là, bah, pourquoi lifestyle business? Parce que genre, le reste des business, il n'y a pas la vie dedans. Tu vois, genre, en gros, tu fais que du business, mais tu t'en fous de ta vie. Tu peux finir en burn-out, tu vois pas tes enfants et tout. Et du coup, je trouve ça génial et moi, je trouve que dans le soloprenariat, il y a vraiment ça. Et donc, faire plus attention aussi à sa vie, intégrer sa vie dans son business. Et moi, je me fixe des objectifs pro et perso au même endroit, en fait. Maintenant, j'ai arrêté de séparer les deux parce que ça sert à rien, quoi. Voilà, pardon, je Mm. voulais aparté terminer. Non, mais c'est hyper important. Et j'implique mes enfants dans les décisions, tu vois. Je dis, tu vois, aujourd'hui, je dois prendre une décision sur ça ou ça, qu'est-ce que t'en penses? Et je pense que c'est important. Un autre truc aussi sur le côté non rationnel qui, moi, m'a fait beaucoup souffrir et continue. Je pense que je suis pas super douée en relations sociales. Je me suis retrouvée propulsée manager, comme la plupart des scientifiques. Mm. Je me suis retrouvée propulsée en tant que manager d'une équipe de 20 personnes où j'étais responsable de la levée de fonds. Tu vois, on a levé 1 million d'euros, on a tenu 6 ans, on a accompagné 50 femmes à révéler leur leadership sur 6 ans. Euh, et euh, et c'était après j'ai compris en faisant une certification récemment sur les administratrices indépendantes que la gouvernance dans l'économie sociale et solidaire est extrêmement complexe et que c'est aussi pour ça que j'ai galéré. Ouais. Tu vois, j'avais des gens en mécénat de compétences, des gens en service civique, des gens en contrat ardent, Ouais, des c'est gens clair. en alternance, des gens salariés, qui venaient pas tous les mêmes jours, qui rentraient pas tous dans le même bureau. Enfin, c'était Ouais. un calvaire managérial avec en plus Mm. des consultants qui étaient, enfin, c'était un calvaire managérial et vu que je veux aller vite tout le temps et que j'ai cette vision, les gens, ils me couraient derrière, ils n'arrivaient pas à me suivre. Et moi, Mm. j'arrivais pas à me poser pour leur expliquer parce que j'avais tellement de choses à faire, tellement de pression. Et ça, c'est quelque chose que bah, je regrette pas parce que j'aurais pas pu faire autrement. Mais je sais que c'est une faiblesse et j'ai pas forcément envie de me mettre la pression de travailler comme une folle sur ce segment parce que j'ai d'autres trucs à développer. Mais je garde ce warning dans moi en sachant que c'est une faiblesse en tant que scientifique, ce côté humain qui parfois pour moi est trop émotif, qui parfois pour moi fait passer des choses non nécessaires avant des choses qui permettent d'arriver à ses Mm. objectifs et ça me rend parfois dingue assez rapidement, Mm. mais Mm. c'est comme ça. La nature humaine est ainsi et il faut l'accepter. Ouais, et puis ouais, comme tu dis, dans les soft skills, il y a aussi cette forme d'acceptation, quoi, connaître ses forces et peut-être aller plutôt là où tu es forte, plutôt que de, voilà, de lutter, de lutter, d'essayer de faire rentrer le carré dans le rond. Ok, Non, ça super rentrera pas. intéressant. Sur cette ressource, on va dire, au-delà du scientifique, on va dire moins rationnel, peut-être plus émotionnel, peut-être plus sur l'intuition. Est-ce que tu as un défi à nous donner pour que Ouais, justement on puisse prendre le temps de ralentir, d'accepter ça et de mettre un petit peu plus de ce deuxième cerveau dans notre business? ouais. C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire, mais vous partez en balade dans la nature pendant 1 heure et à l'issue de cette heure, vous écrivez 3 pages sur la place du non rationnel dans votre vie. J'adore. J'ai trop envie de faire les exercices, moi aussi. Bon, alors là, je suis pas dans la nature, hein. Je suis à Paris, mais bon, je vais prendre le train, je peux regarder par la fenêtre. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça compte? Ouais, c'était trop bien. Merci pour tous tes Ouais, défis. et On va suivre tes aventures avec grand plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ça va être quoi tes prochaines aventures? Dis-nous peut-être où on peut te ouais. suivre, où on peut t'aider aussi dans ton mouvement de scientifique à impact. Ouais, ben moi ça m'a fait beaucoup plaisir de parler de ce sujet. En fait, c'est un sujet pour lequel je veux être advocate aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup de scientifiques qui me contactent pour savoir comment j'ai fait, comment faire, même mon école doctorale, mon université, enfin des gens qui disent Génial. bah, comment vous avez fait ce shift parce qu'il y a simplement pas assez de place pour tout le monde. Et puis Mm. les gens, ça les fait plus rêver. Donc merci d'avoir écouté cette série et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je suis hyper active sur LinkedIn, à me suivre et à rester en contact pour me dire si ça vous a créé des déclics. Super. Comme ça, on en saura plus sur les albatros et tout ça, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Du coup, on était trop focus sur notre business pour penser à la nature. Mais du coup, on ira lire tes articles, on ira regarder tes expéditions. Et comme ça, moi, je collecte de la donnée sur mon impact. Super intéressant. Merci, Déborah. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine dans les prochaines mini-séries. Salut! Merci Flavie, c'est top.